Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Le Cameroun occupe en 2024 la première place du classement mondial des crises de déplacement les plus négligées, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Cette situation résulte d'un manque de financement humanitaire, d'une couverture médiatique quasi inexistante et d'un déficit d'engagement politique international. Depuis plusieurs années, le pays subit simultanément 3 crises majeures. Les attaques de Boko Haram dans l'extrême nord, le conflit séparatiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et les retombées de l'instabilité en République centrafricaine. Conséquence, 2,8 millions de personnes sont en situation de crise aiguë. 1,1 million de déplacés internes enregistrés, 500 000 réfugiés sans ressources et 1,4 million d'enfants sont privés d'éducation. Alors que le NRC avertit qu'une mobilisation urgente est indispensable pour éviter une aggravation en 2025, l'administration de Donald Trump a annoncé la suppression du statut de protection temporaire pour des milliers de migrants camerounais à compter du 3 août 2025. Une décision justifiée par une prétendue amélioration significative des conditions et une réduction des violences qui contraste avec le rapport du Congrès américain qui exprime une vive préoccupation quant à la situation sécuritaire, humanitaire et sociopolitique du Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Comment justifier l'indifférence persistante de la communauté internationale face à une crise humanitaire d'une telle ampleur, pourtant qualifiée de cas d'école de négligence? La décision américaine, motivée par une logique politique de restriction migratoire plus que par la réalité du terrain, en est-elle une illustration flagrante? On aura l'analyse de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, les habitants du quartier Tankwa, à Logbesu, à Douala, courent le risque d'un glissement de terrain. À chaque tombée de pluie, le lieu-dit colline, vallée des Nobles, s'affaisse davantage, accélérant la dégradation de l'axe qui relie Tankwa au reste de Logbesu. Menacé par d'incessants glissements de terrain depuis 2017, plusieurs habitants pointe du doigt les travaux d'une entreprise routière. Illustration dans ce reportage de Jires Azangué et Fondre des Marquez. Part of Logbesu, a neighborhood in the Douala 3 subdivision, is at risk of an imminent landslide. The geological hazard zone, coupled with the degradation of the Colline Valley des Nobles, began eroding in 2017 after the passage of a road construction company. La route a été engagée depuis 2017 et ça tombe est venu. Il n'avait pas le talus ici, hein. Ça n'existait pas, mais les camions passaient sans problème. On a lancé le projet de la route, ils sont venus, ils ont raclé. Après la rigole a commencé à casser un peu. Au fur et à mesure, ça s'est cassé. Ça fait peut-être 2017, 2025. Ça fait pratiquement 8 ans que le boulement a commencé un peu. Chaque jour, ça tombait un peu. Il y a au moins 3 heures plus qui sont tombés là-bas. Since then, commuters have been living in fear and struggling to repair the road that leads to their neighborhood, awaiting intervention from the competent authorities. Et chaque année, on travaille ici, mais avec les mains, on travaille pour bricoler un peu, non? Pour soutenir un peu. Parce que vous avez vu les rigoles qu'on a essayé d'arranger un peu avec les mains. En attendant que le projet arrive, de la route arrive, si on reste comme ça, on n'aura plus de route. Bon, vous allez voir en passant sur les alentours de là, nous avons essayé de mettre quelques bambous de Chine pour essayer de retenir la terre. Like commercial motorbike riders, commuters find it difficult to use the road. Vraiment, quand on passe là-bas de temps en temps avec la moto, ça nous dérange. Il y a même les gens qui tombent dans les ravins. Le boulevard qu'on voit là, il y a même les maisons là-bas qui se sont écoulées, les immeubles, tout ça là. Donc quand nous sommes en bas là, nous sommes aussi, quand on passe là-bas, on est souvent au risque. With growing concerns about the risk in the landslide-prone area, the Douala City Council is planning to make the zone habitable while warning of an imminent danger and cautioning inhabitants.
5 tonnes, c'est la quantité de plastique non biodégradable saisie par la délégation régionale du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable pour le littoral. À l'occasion de la 52e édition de la Journée mondiale de l'environnement, le délégué régional souligne l'importance de la population en matière de préservation, l'ignorance de la population en matière de préservation de l'environnement ainsi que les nouvelles tactiques mises au point par les vendeurs de plastique pour contourner la réglementation, ce qui constitue quelques-uns des principaux défis auxquels ils sont confrontés dans la lutte contre la pollution plastique. Giresse Azangué et Fondrené Marquet se sont entretenus avec le délégué régional. Ils s'expriment dans cet élément. Commemorating this year's World Environment Day in Douala, the Regional Delegate of Environment and Protection of Nature, Edouard Yoguda, disclosed that since the start of 2025, his department has impounded 5 tons of non-biodegradable plastics. Pour l'année en cours, on a saisi plus ou moins 5 tonnes, à peu près 5 tonnes de plastique. Plastique non biodégradable, épaisseur inférieure à 101 microns. Et ce travail a été fait plus par la marine, par les éléments de la marine. Commemorating under the theme Combating Plastic Pollution, the environment delegate explained that stepping up the fight against plastic pollution is difficult because those trading it are devising multiple means to bypass them. Ceux qui vendent ces plastiques ont opté, beaucoup d'autres ont changé de technique, de mode opératoire, ce qui nous complique la tâche de pouvoir les saisir dans le marché. Donc la marine nationale, avec ses capacités opérationnelles en mer, parvient à saisir quand même de grosses quantités. Another challenge faced is the fact that the population is ignorant about treating the environment. Les populations ne sont pas suffisamment éduqués sur le plan environnemental, ne connaissent même pas ce qu'on appelle le tri des déchets, gèrent mal les déchets ménagers, ce qui nous complique la tâche. According to a 2022 survey carried out by Afrobarometer, 72% of citizens considered pollution to be a serious problem in their communities, with 76 identifying plastic bags as a main source of pollution. En économie, la création de la plateforme logistique de 25 hectares en vue de l'aménagement d'une zone logistique d'entreposage des conteneurs dans la zone de Bonabéry devrait générer plus de 1000 emplois, dont 200 emplois directs. L'annonce a été faite la semaine dernière par le directeur général du port autonome de Douala, Sirius Ngo. C'était à l'occasion de la signature d'une convention entre ce dernier pour le compte du port autonome de Douala et Évariste Elundu Onana, administrateur général de Douala Port Container Solution SA. Au-delà des entreprises, des emplois générés, vous nous dites, Julien Atada, que ce projet donnera meilleure allure à la zone portuaire de Bonabéry. Mesdames et messieurs, le projet d'aménagement d'une zone dédiée au stockage des conteneurs vides se fonde donc sur une exigence de l'organisation qui impose une mutation progressive de la plateforme portuaire vers une démarche de création des zones d'activité spécialisées pour assurer l'organisation plus cohérente et efficace des activités logistiques dans le port. À hauteur de 50,4 milliards de francs CFA, cet ambitieux projet participe au processus de modernisation du port autonome de Douala. La forte congestion vécue dans les espaces de stockage, l'occupation anarchique des plateformes ou encore la qualité approximative des équipements qui y sont utilisés seront bientôt un lointain souvenir. La modernisation des infrastructures et superstructures favorisera la fluidité du trafic portuaire ainsi que le renforcement des capacités logistiques du rivage portuaire de Bonabéry. Inscrit dans le programme stratégique de rénovation, de modernisation et d'extension du port de Douala, les revenus escomptés grâce à la mise en œuvre de cette convention sont élogieux. Suivant les analyses du modèle financier, nous espérons au terme de la période d'exploitation engranger des revenus totaux d'environ 220 milliards. En plus, ce sont 200 emplois directs et 1000 emplois indirects qui seront assurés.
Et sur des questions de finances, les auditeurs camerounais affirment que les idées reçues et l'accès difficile à l'information comptent parmi les principaux défis rencontrés dans l'exercice de leurs fonctions. Réunis à Douala pour un atelier de 2 jours, ces professionnels réfléchissent aux moyens d'améliorer leur secteur en renforçant la transparence, l'intégrité et la bonne gouvernance. Ils soulignent par ailleurs que les entreprises ne devraient pas les percevoir comme de simples chercheurs de fautes. J'irai Sazangué et Fondrené Marquez. Internal auditors across Cameroon are meeting in Douala to reflect on their role in strengthening transparency, integrity and good governance. Suzanne Ama, an internal auditor in a company in Douala, explains the value of an auditor and the expectations of the maiden edition of the Institute of Internal Auditors. The main challenges for us is to provide let's say, to put in light what we are doing, how we are bringing values, to the business. But I believe with this initiative, something will be built. Our profession will be valued. More and more people will know what we are doing for the business, and then also the networking will be able, to share our knowledge, and then be able to play our key role. The conference was also an occasion for auditors to discuss the challenges they face, including misconceptions. When you hear we talk of internal audit in most organizations, public, private institutions inclusive, there is always that misconception, that policeman mentality where people think these are fault finders, people who are coming to get us implicated. No. Access to information is another hindrance, as stated by Donai Teslin. We understand that as internal auditors, for you to be able to appropriately do your work the way you are supposed to do, you need management support. And you must be able to be reporting also to the right structures, to the right level in the organization. For example, if I'm an internal auditor and I'm reporting to the country, to the CFO, finance director, of course, when I go to audit finance operations, I will not be objective because I know my evaluation, my performance evaluation, my promotion decisions will be based on that. If I do not give a good note, my director will not note me well. The 2-day event focuses on good corporate governance, internal auditors as champions of change and accountability. Que deviennent les veuves des soldats tombés au combat? La question se pose. Des années après la perte de leur mari, plusieurs d'entre elles se retrouvent seules, livrées à elles-mêmes, souvent rejetées par leur belle famille avec des enfants à nourrir et à éduquer. Sans soutien ni accompagnement, elles sombrent peu à peu dans la misère et l'oubli. À l'approche de la journée mondiale de la veuve et de l'orphelin, nous avons tendu le micro à ces femmes oubliées du front pour qu'elles nous racontent leur combat quotidien, leurs blessures, mais aussi leur courage face à l'abandon. On les écoute dans ce reportage que nous proposent Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. À l'ombre des médailles et des cérémonies, de nombreuses veuves de soldats livrent un combat silencieux, celui de la survie, parfois rejetées par leur belle famille, sans ressources ni soutien. Elles élèvent seules leurs enfants dans les conditions indignes du sacrifice de leur mari. Quand elles perdent leurs époux, elles deviennent des chefs de famille. Et dans cette qualité, elles ont des devoirs. Malheureusement, elles ne peuvent pas les assumer efficacement parce que d'un côté, elles subissent la marginalisation des belles familles, de l'autre côté, personne ne les prend en considération. À l'approche de la journée mondiale de la veuve et de l'orphelin, nous avons rencontré ces femmes dont les histoires, bien que différentes, portent la même blessure, l'abandon. Ma belle famille m'a tourné le dos depuis. Et ma cousine m'a donné sa maison qui était comme un hangar. Où les fenêtres, tout était ouvert. On était presque dehors, on n'avait rien. Mais comme Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins, comme on dit. Elles sont des centaines, voire des milliers, à porter seules le poids de leur deuil, de la précarité et du silence. Même lundi, là, il y a une qui est venue nouvellement, 4 mois, elle pleurait. On dit que non. Quand tu racontes ton histoire, l'autre te raconte, on se réconforte entre nous. Donc ce n'est pas facile ce que nous vivons là. Nous avons des veuves qui n'ont rien.
qui n'ont rien. Pour leur venir en aide, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a récemment signé une convention avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc ce partenariat que nous venons de concrétiser va vraiment formaliser parce que nous travaillons avec l'ONACAM depuis des années et nous avons donc créé un cadre formel qui va nous permettre maintenant de... Nous avons beaucoup à apprendre de l'ONACAM et nous pouvons donner ce que nous avons aussi à l'ONACAM. Ces femmes ne demandent pas la charité, mais la reconnaissance de la justice sociale et les moyens de vivre dans la dignité. Presidential Minute. Les minutes présidentielles de ce soir s'intéressent à l'examen de candidature. Quel est le sort réservé au dossier de candidature? Une fois que les postulants déposent les dossiers, c'est le début de l'examen par l'organe en charge des élections, Elections Cameroun. En fonction de l'exactitude des informations et de la conformité à la loi, il peut arriver qu'une déclaration de candidature soit rejetée, ce qui ne veut pour autant pas dire que tout est perdu pour le candidat. Roland Tapi. Dans l'histoire des élections présidentielles au Cameroun, depuis l'avènement du pluralisme en 1991, le contentieux électoral fait partie prenante du processus, s'il n'est l'une des épisodes les plus importantes. À la clôture du scrutin chaque fois, que ce soit en 1992, 97, 2004, 2011, 2018, des voix se sont levées au sein de l'opposition pour crier à la fraude, manifestée sous plusieurs formes. Si en 2018, pour prendre le dernier cas, le public n'a eu droit qu'au débat télévisé, le contentieux avait commencé longtemps avant devant le Conseil constitutionnel qui veille à la régularité de l'élection présidentielle selon l'article 132 alinéa 1. D'après l'alinéa 2, il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. En effet, dès la clôture du scrutin, tout parti prenant qui a des choses à dire sur le processus se conforme à l'article 133 du Code électoral, alinéa 1. Toute contestation formulée en application des dispositions de l'article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date de clôture du scrutin. 2. Le Conseil constitutionnel peut, si le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production contre récépissé des pièces à conviction. 3. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les 24 heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées qui disposent d'un délai de 48 heures pour déposer contre récépissé leur mémoire en réponse. Là, on est dans les subtilités des procédures judiciaires et c'est ici qu'entrent en jeu les avocats ou les collectifs des avocats des différents candidats. Dans le cas du Cameroun, les requêtes au Conseil constitutionnel ont souvent été contre le parti au pouvoir et ELECAM, accusés d'être de connivence pour orchestrer des fraudes de toute nature, notamment en falsifiant les procès-verbaux. Raison pour laquelle on a souvent eu devant le Conseil constitutionnel le RDPC et ses avocats accusés par les autres partis et candidats chacun à son tour. Et en plus des soupçons qui pèsent sur le parti au pouvoir et sur l'instance en charge des élections, le Conseil constitutionnel lui-même est souvent visé par les reproches, notamment d'être inféodé au parti au pouvoir et de ce fait disqualifié pour faire preuve de neutralité. En plus, d'après l'article 134, le Conseil constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter par décision motivée les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l'élection. Sur cette base, en 2018 par exemple, résonnait chaque fois comme un écho lors des audiences le mot irrecevable. Presidential Minute. Fête de la Tabaski, ça s'active dans les familles à quelques heures de la fête musulmane. Dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, les vendeurs de bétail sont visiblement privés de repos. La clientèle ne désemplit pas. Les commerçants, vendeurs de vêtements et autres accessoires sont sous pression des dernières minutes, des dernières heures surtout, parce que très sollicités. Au carrefour de la mosquée centrale, dans la MIFI, les couleurs d'une grande célébration s'annoncent. Franck Tassonkar et Loïc Tegia, reportage. Dans les marchés de la ville, l'ambiance est visiblement celle des grands jours.
Un seul sujet au menu des échanges, la fête de la Tabaski. Les familles s'activent dans ce quartier de Bafoussam 2e qui regorge en majorité la communauté musulmane. Dans sa boutique située en face de la mosquée centrale, Aboubakar reçoit du monde. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala comme le moment qu'on attendait, tant de moments qui est arrivé, on est tellement content de le voir, d'entendre qu'il est déjà là en chemin. On est tellement content d'entendre qu'il est déjà là. Parmi les articles que propose ce commerçant se comptent les écharpes, les voiles, les tapis pour la prière et les bouloirs. Lesquels articles s'arrachent comme des petits pains? Le voile, bon, pour la fête, disons, très important parce qu'on est musulman, donc c'est normal. On ne peut pas exposer nos corps dehors, c'est pas normal. La fête, c'est vendredi, donc c'est normal qu'on achète aujourd'hui. Pas très loin de lui, c'est un quatuor de jeunes qui écoule sans difficulté d'autres articles complémentaires, comme chapeaux et gandoura. L'idée d'après ces vendeurs, installés tout près de la mosquée, est de faciliter la tâche aux familles qui connaissent le retard dans la préparation. Le chapeau, les sarons, avec les pantalons, avec les saillons, tout ça. La communauté musulmane est rentrée dans sa dernière ligne droite pour la commémoration de la fête du sacrifice, qui d'après les fidèles de cette région est un grand moment de cohésion et de partage. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Conflit interne des pays en Afrique et dans le monde. Le Cameroun, classé premier cas des plus négligés par les autorités et la communauté internationale. Ce constat est de l'Office norvégien des réfugiés qui vient de publier un rapport sur la situation sécurité et humanitaire d'une dizaine de pays en 2024. La précarité et des conditions de vie ne cessent de se dégrader dans les régions de l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. 2 800 000 personnes en crise alimentaire aiguë, 1 100 000 déplacés internes, près de 500 000 réfugiés, 1 400 000 enfants en manque d'éducation n'ont pas bénéficié d'une attention du gouvernement camerounais. Des différentes organisations internationales, des associations humanitaires et des donateurs de fonds. On apprend également que 2025 serait très sombre pour ces milliers de Camerounais en difficulté si tous ces acteurs institutionnels ne se mobilisent pas à la cause de ces personnes vulnérables. La lecture de Jean-Paul Chouniat. Des 10 pays secoués par des crises internes, le Cameroun est le cas le plus négligé par la communauté internationale, révèle l'Office norvégien des réfugiés dans son rapport d'activité de l'année 2024. Les attaques de Boko Haram à l'extrême nord, les incursions des rebelles centrafricains dans la région de l'Est, le conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest n'ont nullement bénéficié de l'attention internationale humanitaire et diplomatique durant toute l'année 2024. De toutes ces crises sécuritaires, ajoutées aux catastrophes naturelles, inondations et sécheresses, 3 400 000 personnes avaient un besoin urgent d'aide et de protection. Si de tous ces foyers de tension, près de 500 000 réfugiés étaient en quête d'asile pour se mettre en sécurité dans le pays. La crise dans les deux régions anglophones à elle seule a causé 1 100 000 déplacés internes, fuyant les combats dans leur contrée. Sur le plan scolaire, relève l'Office norvégien des réfugiés. 1 400 000 enfants manquaient d'aide à l'éducation, tout comme les ressources limitées et l'accès difficile aux services sociaux de base. Eau, électricité, soins de santé ont plongé des milliers de Camerounais dans la misère. Toujours sur la même période, au moins 2 800 000 personnes ont été exposées à une insécurité alimentaire aiguë. Au vu de toutes ces données statistiques, l'Office norvégien des réfugiés en conclut que le Cameroun est un cas de parfaite négligence mondiale, avec moins de 32% de fonds mobilisés, nécessaires en matière de protection. Un déficit qui rend les femmes et déplacés internes vulnérables aux violations des droits humains. Si une couverture maximale des médias, un financement humanitaire accru et un engagement politique ne sont pas vite redynamisés, l'année 2025 pourrait être plus dramatique pour ces milliers de personnes affectées par toutes ces crises et les conséquences des chocs climatiques au Cameroun. Et pour épargner de ce cauchemar, tous ces milliers de personnes en détresse au Cameroun et dans d'autres pays en conflit en Afrique et dans le monde, l'Office norvégien des réfugiés formule une trentaine de recommandations aux pays donateurs, aux États membres de l'ONU, la communauté humanitaire des pays touchés, les journalistes et le grand public.
Il s'agit entre autres d'augmenter les budgets humanitaires et de développement, actionner les leviers diplomatiques pour des négociations entre les parties en conflit, une attention particulière du Conseil de sécurité aux crises négligées et prolongées, interpeller les gouvernements à plus d'engagement politique. Avec la situation préoccupante de l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, où le gouvernement peine à trouver des fonds à la prise en charge des déplacés internes et mobiliser plus de 3500 milliards de francs CFA à la reconstruction de ces trois régions. L'Office norvégien des réfugiés ne tire-t-il pas finalement une sonnette d'alarme de trop sur une situation humanitaire qui s'aggrave d'année en année en raison d'une quasi-indifférence de la communauté internationale et des autorités camerounaises qui ont rejeté les médiations suisse-canadiennes visant à mettre fin à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Humanitaire du Cameroun vu de l'international à la veille de la tenue de l'élection présidentielle de 2025 avec nos invités. Simon-Pierre Mahé, des juristes, acteurs de la société civile. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Madame Claude Maillot, c'est un réel plaisir pour moi d'être présent ce soir dans votre plateau. Et en même temps, je dirais un bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Bonsoir Auréole Tchoumi, journaliste, communicant pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est le premier et je suis content d'être là, de représenter le grand parti national, le parti du flambeau ardent, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui place sa confiance en moi pour appuyer l'ensemble des échanges que nous avons ce soir sur le débat que vous mettez sur la table. Bonsoir Roland Tapi. Bonsoir Claude. Éditorialiste à Balafon Média. Le dernier rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés nous intéresse particulièrement ce soir. Dans ce rapport, on apprend que 2 800 000 personnes sont en situation de crise alimentaire et d'autres sont déplacées. Je vais commencer par vous, Simon-Pierre Mahé. Vous êtes un acteur de la société civile. Le rapport indexe également ces ONG, les gouvernements. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que plus les années passent, plus on a des réfugiés, on a des personnes en situation de crise, comme c'est évoqué dans le rapport? Est-ce que ça veut dire en français facile que les gouvernements ne font rien? Non. Je ne saurais malheureusement pas expliquer, avoir une réponse aussi catégorique à votre question, parce qu'il faudrait le préciser. Le Cameroun n'est pas le seul pays où on peut simplement retrouver des réfugiés. Ça, il faudrait aussi le préciser. Parce que dans notre pays, c'est vrai qu'effectivement, on peut simplement se dire que peut-être qu'il y a une certaine négligence quelque part, mais il n'est pas le seul pays au monde qu'on va toujours retrouver des personnes qui se déplacent pour aller de part et d'autre pour des raisons parfois qui semblent être parfois des raisons propres à certaines personnes, mais aussi pour des raisons qu'on doit assimiler. Quand vous parlez effectivement des réfugiés, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener des personnes à se déplacer. Donc je ne veux pas aussi d'emblée dire qu'effectivement c'est parce que le gouvernement ne fait pas le travail. En même temps, je peux simplement aussi dire que on peut l'affirmer qu'il y a une négligence certaine négligence au niveau des gouvernements, surtout nos gouvernements, parce que quand vous essayez par exemple de regarder ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest, parce qu'on parle seulement de réfugiés dans le sens général, mais moi je veux beaucoup plus m'atteler sur le sens particulier. C'est vrai que vous avez fait un rapport, vous avez fait état d'un rapport qui a été fait par les institutions internationales, mais je ne souhaiterais pas, parce qu'en même temps on est en train de vouloir résoudre un problème ou parler d'un problème parce qu'en oubliant effectivement que nous avons un problème interne qu'il faudrait en même temps. Parce que si nous avons des compatriotes qui quittent du nord-ouest ou du sud-ouest pour aller se réfugier dans d'autres villages, dans d'autres villes, ça veut dire qu'en fait, ou encore dans d'autres pays, ça veut dire que le problème est devenu sérieux. En même temps, ce que moi je redoute ici, c'est que depuis que, par exemple, cette crise ou encore ces déplacements de nos compatriotes ont commencé depuis fort longtemps, il n'y a pas encore une raison ou encore des solutions pratiques. Parce que jusqu'à présent, ces deux régions ne cessent quand même de pouvoir être à la chaumière, n'est-ce pas, non seulement des médias, mais aussi au niveau de l'opinion nationale et internationale. Donc ce qui me dit que, en fait, nous pensons que
le gouvernement a encore intérêt, n'est-ce pas, à pouvoir développer une politique qui va permettre à ce que, soit qu'on ne puisse pas se retrouver avec cette chose, parce que ce n'est pas aussi bien quand même quand on se retrouve dans un contexte où au Cameroun, par exemple, on trouve des gens qui se déplacent de part et d'autre, ça peut être des réfugiés politiques. Parfois, on parle seulement des réfugiés dans le sens que ça peut faire partie des réfugiés qui sont partis, qui de part et d'autre, parce que c'est une situation qui relève de l'insécurité dans certaines régions, mais en même temps, vous devez aussi comprendre qu'il y a aussi des personnes qui se réfugient ailleurs parce qu'ils sont des réfugiés politiques. Parce que, évidemment, le rapport parle de réfugiés et de déplacés. Voilà. En prenant le cas des 3 crises majeures qui se foulent au Cameroun, les 2 crises, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, donc dans les 2 régions, et la crise dans l'extrême nord avec les attaques de Boko Haram. Tout à fait. On ne va pas se le cacher. C'est tout à fait normal parce qu'on ne va normalement se retrouver dans des situations où il est dans un état d'insécurité. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on se retrouve. Mais maintenant, il est question ici d'interpeller l'État, en même temps le gouvernement. Le gouvernement a une lourde responsabilité pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, si effectivement les gens se retrouvent dans un contexte comme on a tenté de le décliner tout à l'heure, et qu'en même temps, parce que moi personnellement, je ne vais pas normalement me figer sur ce rapport, parce que honnêtement, ces institutions internationales, c'est vrai, ils font le travail, mais en même temps, on a souvent l'habitude de dire que ce sera mieux que nous puissions gérer nos problèmes ici en interne, que de pouvoir peut-être se focaliser, parce qu'il y a des ONG nationales qui font aussi leur travail, qui font généralement leur rapport, et on ne va pas simplement s'en tenir à des institutions, et c'est là où on va s'agripper, qui font effectivement leur travail. Mais moi je pense que l'État camerounais a intérêt à assurer une certaine politique pour les citoyens camerounais que nous sommes. Parce que normalement, on voit des situations qui perdurent de jour en jour, et en même temps, on en parle, des solutions peut-être à leur niveau sont trouvées, mais qui ne parviennent pas à trouver une solution définitive. Donc on comprend simplement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et je crois que les échéances, parce qu'on ne va pas simplement se focaliser sur les gens de 2025, parce qu'on est pratiquement en octobre 2025. Est-ce que c'est dans les mois qui suivent qu'on va trouver une solution par rapport à la situation dont on est en train de décrire aujourd'hui? Je ne pense pas, parce que c'est une situation qui perdure, et je ne suis pas sûr, à moins que mon copanéliste du NDPC va peut-être me dire autre chose contraire, mais je crois quand même qu'il y a vraiment du pain sur la planche pour les autorités camerounaises afin de trouver une solution par rapport à cette situation dont on est en train de décrire et qui fait donc la chou-grasse des organisations internationales. Il faut noter que c'est pour la 3e année consécutive que le Cameroun occupe la tête du classement, Oriol Choumi. Une énième organisation qui fait un rapport d'une situation qui concerne le Cameroun, on se serait quand même attendu à ce que ces chiffres-là nous viennent du gouvernement camerounais. Mais jusqu'ici, on n'a pas une idée de ce qui se passe même dans notre territoire. On ne peut que se baser sur des chiffres, sur des informations publiées par des ONG comme le Conseil norvégien pour les réfugiés camerounais. Comment comprendre même déjà le fait que jusqu'ici, on n'est rien du côté du gouvernement? Alors, 2 choses avant de répondre à votre question. La première, c'est que non, l'année dernière, c'est le Burkina Faso qui était en tête de ce classement, pas le Cameroun. Je crois que le Cameroun était 3e. Oui. Et pour ce qui est... Le deuxième élément que je voudrais prendre, quand vous dites immédiatement, le gouvernement ne fait rien. Je trouve ça péremptoire. Péremptoire parce qu'en réalité, non. Il y a au Cameroun, au niveau de l'Institut national de la statistique, une matrice. Cette matrice de suivi des déplacements au Cameroun permet justement au gouvernement de savoir exactement comment évaluer les besoins multisectoriels en matière de déplacement des déplacés internes. Je suis très content qu'ils disent en réalité qu'ils ne peut pas se fonder sur les rapports. Attendez, je suis quand même un peu ébahi. Vous imaginez que le Cameroun a plus de déplacés internes que le Soudan du Sud, plus de déplacés internes que Bagdad, plus de déplacés internes. Tant et si bien que pour un conseil comme celui-là, pendant 3, 4, 5 ans, sa fixation n'est que sur les pays africains tels que le Cameroun, le Burkina Faso, le Tchad et autres. Non, je crois qu'en réalité,
je peux comprendre politiquement la mission cachée qu'il y a derrière une telle façon d'analyser le Cameroun sous un prisme qui est totalement en déphasage avec les réalités actuelles. Que ce soit au niveau de la primature, avec aujourd'hui la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, que ce soit au niveau du ministère de l'administration territoriale, que ce soit au niveau du ministère de la décentralisation, le gouvernement camerounais a aujourd'hui les chiffres réels du nombre de déplacés internes, du nombre de réfugiés. Je suis également très content que vous ayez pu montrer une nuance entre les déplacés internes et les réfugiés. Oui. Il y a une chose, lorsque ces gens disent qu'ils ont basé leur rapport sur 3 critères, et vous les avez souligné justement en début d'émission, ils vous disent il y a un manque d'attention médiatique. Les journalistes, moi je ne suis pas journaliste sur le plateau, je suis un acteur politique, c'est à vous de questionner. Je viens de voir le début de l'émission, la première partie de l'émission s'est achevée. J'ai été content d'écouter des reportages en langue anglaise, mais je n'ai pas vu d'informations relatives au Sud-Ouest et au Nord-Ouest spécifiquement. Donc la question, ce n'est pas aux politiques. La question, c'est à la rédaction de Balafon Média. Évidemment, on en parle tout le temps. Mais pour dire que si on en parle tout le temps, ça veut dire que ce rapport est mensonger. Parce que je vais vous dire, pour faire plus sérieux, c'était peut-être pour vous titiller un tout petit peu. Non, en réalité, dire qu'il y a un manque d'attention médiatique de la part du Cameroun, je peux être un tout petit peu d'accord avec le fait que la politisation outrancière des débats, et là il faut féliciter Balafon pour avoir changé cette forme cette manière de faire la télé, cette praxis qui voudrait que tout soit débat politique où on se tire dessus. Mais ce sont les acteurs politiques camerounais. Depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui, certains acteurs ont décidé de confisquer la scène médiatique nationale pour parler de mandat impératif. Alors que l'élection présidentielle, le RDPC la prépare depuis 2018. Le 6 novembre, lorsque le président Paul Biya a dit « Je le jure », nous, au RDPC, on a commencé à préparer la présidentielle de 2025. Et pendant ce temps, les autres dormaient sur leur laurier pour empêcher que les actions du gouvernement en faveur des déplacés internes ne soient... Il vous souvient... Je voulais, sur le nombre de déplacés internes, vous disiez tout à l'heure que le gouvernement maîtrise, connaît le nombre de déplacés internes. Ce nombre-là se base sur quoi? Quand aujourd'hui, on ne connaît même pas encore le nombre de Camerounais qui résident sur le territoire. Non, il y a un travail qui est fait. Non, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas le nombre de Camerounais qui ne résident pas sur le territoire. Je peux être d'accord que le dernier recensement de la population, mais écoutez, aujourd'hui... Mais comment on va donc maîtriser le nombre de déplacés internes quand on ne contextuellement, les pays développés aujourd'hui ne procèdent plus au recensement tel que nous le faisions. Aujourd'hui, il existe au niveau du ministère de la Santé publique un fichier démographique. Ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, le patriarche Paul Biya, dans sa vision de la construction d'une nation émergente, a tout mis en œuvre pour qu'au ministère de la Santé publique, on peut vous dire à la délégation régionale, hier, tel nombre d'enfants sont nés. Il y a eu peut-être 2 ou 3 décès, il y a peut-être 2 enfants sous oxygène à tel endroit, à tel endroit. Aujourd'hui, le fichier, on n'a pas besoin de reprendre. D'ailleurs, ce recensement, vous savez très bien comment on le faisait. C'est-à-dire que deux jeunes enfants qu'on a recrutés comme stagiaires pour le compte des vacances pour 50 000 francs frappent à des portes et disent il y a combien de personnes dans la maison. Parfois on répond pas, parfois on ment, parfois on ne ment pas. Parfois on dit des choses qui sont vraies, parfois on dit des choses qui sont vraisemblables. Sur le terrain par certaines personnes, ce n'est pas des initiatives personnelles. Aujourd'hui, le président de la République, de façon stratégique, a mis sur pied un dispositif qui permet de connaître très exactement le nombre de personnes. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, les médias ont également mis à la table du débat une note, je ne sais pas si je vais appeler ça décision d'un sous-préfet ou communiqué d'un sous-préfet, qui demandait à un chef traditionnel de recenser spécifiquement le nombre de populations d'anglophones, d'allogènes, et spécifiquement des anglophones qui étaient sur le territoire. Mais ça participait de ça également. Chez moi à Tonga, le sous-préfet Julien Emaplon l'a fait. C'est-à-dire qu'on va à Bichouano, qui est un centre qui recense, qui est un pan du territoire de l'arrondissement de Tonga qu'on reconnaît comme étant
propriété des anglophones et on les recense. Le chef sait exactement que dans telle maison vit tel nombre de personnes, etc. Avec les noms, les filiations, il était où? Au sud-ouest, il était où? Au nord-ouest, etc. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était agriculteur, il était maçon, etc. etc. Donc, au niveau du gouvernement camerounais, il y a un travail de sape qui est en train d'être fait et je suis content de dire que ce travail porte des fruits parce que en matière de canalisation des déplacés internes, vous n'allez pas par exemple ici dans la ville de Douala, vous n'avez pas un quartier où les déplacés internes se trouvent. Non, ils sont partout, ils ont métastasé parce que le président de la République, son excellence le patriarche Paul Biya, pense que le Cameroun est un et indivisible et chaque Camerounais se sent partout comme chez lui. Il n'y a pas de camp des déplacés internes au Cameroun, il n'y a pas de foyer des déplacés internes au Cameroun, ça n'existe pas. Mais il y a des quartiers où lorsque vous rendez, vous trouvez des déplacés internes. Oui, c'est ça que je dis. Il y a des quartiers spécifiques, ils sont des zones spécifiques. Non, pas vraiment. Bon, pour le cas de Douala, on est d'accord que c'est Bonabéry, on en parlait la semaine dernière ici. Bonabéry qui a accueilli 1 400 000 personnes déplacées internes. C'est relatif. Mon assistant de direction pendant 2 ans était une fille venue du Nord-Ouest pour avoir fui la guerre. Elle n'était pas Bonabéry. Donc il y a la guerre dans le Nord-Ouest? J'ai utilisé peut-être ce mot. C'est la guerre du point de vue des armes qui crépitent. Voilà, parce qu'il y a des terroristes qui ont décidé de prendre des armes, qui ont décidé de brûler des hôpitaux, de brûler des écoles, de tuer des enfants, de tuer des instituteurs, etc. Donc vous parliez de votre assistante. Pour dire qu'elle ne vit pas à Bonabéry, non. On trouve ici à Bonamoussadi des personnes qui sont venues du nord-ouest et du sud-ouest. Et je pense même que si dès demain vous demandez à la direction de l'information de Balafon Média qui vient du sud-ouest et du nord-ouest, vous aurez peut-être 2 ou 3 qui ne vivent pas forcément à Bonabéry, non. On refuse ça au Cameroun parce que cette concentration, elle est marginale. C'est-à-dire que donner l'impression qu'une fois que vous êtes parti du sud-ouest et du nord-ouest, du fait des conflits, vous avez un endroit où on vous a entassé en attendant de vous recaser. Non, ça n'existe pas. Roland Tapi, Auréole Tsoumi donne l'impression, en tout cas dresse le tableau d'un pays qui tient compte de sa population, qui encadre suffisamment ses déplacés internes et les réfugiés qu'il accueille. Si c'est le cas, si c'est effectivement le cas, pourquoi on parle de négligence? Qu'est-ce que le gouvernement ou bien les ONG auraient dû faire qu'elles ou qu'ils n'ont pas fait? Avant d'y arriver, il faut déjà relever que si on parle ici des déplacés internes ou des réfugiés, c'est qu'il y a déjà un problème. Il ne faut pas faire comme si c'est une situation normale et que le gouvernement fait tout ce qu'il devrait faire pour que la situation reste normale. Non, justement, il faut relever que du fait déjà même de cette négligence, il y a cette crise dans les régions anglophones. Et on ne peut pas nous présenter les actions qui sont menées avec plus ou moins de succès par rapport aux déplacés internes comme des exploits du tout. Parce que c'est déjà un échec qu'il y ait des déplacés internes. C'est un échec de la gouvernance qui aurait pu éviter en amont qu'il y ait cette crise. Qu'on en parle déjà, c'est un problème. Il faut déjà noter ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces déplacés? Je suis content d'entendre d'Auréole que le Cameroun maîtrise sa population. C'est quand même une très grande curiosité. Quand en même temps, c'est les membres du gouvernement qui nous disent qu'il y a certaines régions de ce pays où il y a autour de 7000 et plus de Camerounais qui sont sans acte de naissance, sans état civil du tout. Or, lui, il s'appuie sur les naissances recensées dans les hôpitaux pour estimer que le Cameroun maîtrise ses naissances. Le Cameroun maîtrise peut-être les chiffres des personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont nées dans les hôpitaux. Mais ce n'est pas tout le monde qui va dans les hôpitaux pour ce qui est des naissances. Il y a des régions où il y a encore des naissances traditionnelles. On le sait très bien. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur les statistiques des hôpitaux pour parler de la maîtrise de nos populations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la gestion de ces déplacés internes? Il est clair que jusqu'ici, le gouvernement n'a pas montré, je veux dire, une volonté réelle
de s'assurer que ces déplacés internes avaient une situation améliorée quelque part. Il faut dire que c'est d'abord quelque chose de difficile parce que le flux n'est pas d'abord maîtrisable. On ne sait pas qui vient quand, combien viennent, venant d'où et tout, et où est-ce qu'ils atterrissent. C'est d'abord un réel problème. Donc, quelle que soit l'efficacité d'un gouvernement, on ne pourrait jamais dire qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire pour accueillir les déplacés internes parce que déjà, comme je dis, on ne peut pas maîtriser avec une certaine mathématique le déplacement de ce genre-là parce que ces déplacements se font en fonction de la situation qu'il y a là dans les zones concernées. Et il faut savoir que les zones qui accueillent ces personnes ne sont pas déjà bien lotis comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des lobbies à Yaoundé ou bien des quartiers malfamés à Douala, par exemple, ces zones-là n'ont pas attendu des déplacés internes pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Non, la situation était déjà très, très compliquée. Donc, les déplacés internes viennent seulement en rajouter à une situation de négligence qui existait déjà et qui faisait en sorte que les populations soient mal loties, que ce soit sur le plan de l'habitat, du logement, de l'accès à l'eau, de l'électricité et autres. Ça, c'est déjà une négligence. Maintenant, à côté du gouvernement, que font aussi les ONG? En réalité, le problème des ONG est plus profond que ça. Il y a un de nos consultants, Andrea Moussa, qui a l'habitude de dire que les ONG sont devenues plus bureaucratiques qu'opérationnelles. En réalité, il est difficile aujourd'hui de voir véritablement des ONG ou bien des organisations de la société civile qui qui mouillent le maillot pour essayer d'améliorer la situation des déplacés internes ou des réfugiés. Au contraire, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent à faire des collectes, à recenser un certain nombre ou bien certaines localités où ces déplacés se sont installés, font des statistiques pour aller demander du financement pour des projets qui permettraient d'améliorer leurs conditions. Très peu réussissent à avoir quelque chose parce que jusqu'ici, il est très difficile de dire que les déplacés internes qui sont arrivés à Douala, par exemple, avec des problèmes d'état civil, les ont déjà eus. Je sais qu'il y a d'autres organisations de la société civile qui se battent pour que les déplacés qui sont dans les classes d'examen, déjà même des déplacés qui sont en âge de fréquenter, aient accès à l'éducation gratuitement, on le dirait ici, parce que c'est quand même difficile pour ces enfants qui sont venus d'être inscrits dans les établissements de manière normale. Sans acte de naissance. Sans acte de naissance déjà, et puis de pouvoir payer même la scolarité. Donc il y a des plaidoyers qui sont constamment faits pour qu'il y ait accès dans les établissements sans frais de paiement. Je sais également que le gouvernement doit avoir des mesures prises pour leur accès dans les établissements publics. Mais l'établissement public peut accueillir combien par rapport au flux qui arrive? C'est difficile. À un moment donné, il y avait des notes gouvernementales qui demandaient que les responsables des examens, la direction des examens et concours fassent des efforts pour que ces enfants qui sont arrivés et qui n'ont pas d'acte de naissance ne soient pas bloqués pour ce qui est des examens et concours. Mais je ne suis pas sûr que cela a été appliqué de manière exhaustive parce qu'il y a toujours des boulots d'étranglement par-ci, par-là. Donc, quel que soit le cas, quel que soit ce qui est en train d'être fait, c'est toujours insuffisant, non seulement du fait de l'incapacité de pouvoir maîtriser le flux, le nombre et les conditions qui sont déjà pas suffisamment bonnes pour ceux qui sont, qu'on peut dire, en situation normale, pour que ceux-là viennent en rajouter, on dit qu'ils seront peut-être mieux lotis ou pas. C'est déjà assez compliqué. Maintenant, les médias, il faut reconnaître que les médias n'ont pas la possibilité de faire leur travail sereinement, parce que pour faire le travail de manière, presque complète, il faut partir depuis le point de départ. Mais est-ce que les médias aujourd'hui ont la capacité de se déplacer dans ces zones d'où partent les déplacés pour faire un travail? Non, c'est pratiquement impossible. Il ne faut pas, parce qu'on va à tout prix faire le travail, se mettre en danger. Les rares journalistes qui sont allés un peu plus loin sont ceux qui accompagnaient des militaires ou bien des forces de défense et de sécurité dans des opérations
précises, donc ils sont entrés dans des contingents pour être protégés avant d'y arriver. Mais voir une rédaction comme ça qui, au cours d'une conférence de rédaction, décide d'un sujet qui va être traité dans le Sud-Ouest et qu'on y mette en mission un journaliste, il faut se poser des questions si on ne veut pas envoyer celui-là au suicide. Donc je comprends que les rapports disent que les médias ne s'occupent pas beaucoup de ça, à raison, parce qu'on n'a pas moins de s'en occuper effectivement, parce qu'il faudrait aller quelque part où on a peut-être abandonné un village, pouvoir faire des enquêtes sérieuses avec ce qu'on trouve là-bas. Encore qu'il faut pouvoir y arriver ensuite, pouvoir y travailler sereinement, parce que vous pouvez être kidnappé à tout moment aussi. Sinon, si on pouvait y aller, travailler sereinement à pouvoir enquêter sur combien de personnes étaient là, combien de maisons étaient là, est-ce que ces maisons sont encore habitées ou pas. Ceux qui étaient là, ils étaient déscolarisés, ils travaillaient comment, où est-ce qu'ils sont susceptibles d'être partis, les parents c'était qui, venaient d'où et tout cela. À partir de là, mener une enquête et remonter, peut-être retracer leur chemin jusqu'à Douala, à Yaoundé ou n'importe où dans tous les autres villes sont déplacés pour pouvoir établir vraiment quelle est leur situation là où ils sont maintenant par rapport à de là où ils sont partis. Ça, c'est quelque chose qui serait peut-être bénéfique, pas seulement pour les journalistes, mais aider le gouvernement et tous les décideurs à pouvoir faire quelque chose d'un peu plus efficace, si jamais la volonté y est. Mais il faut reconnaître que le contexte ne s'y prête pas du tout. Le reproche qui est fait aux ONG, c'est ce manque de financement. Les ONG n'accompagnent pas suffisamment les gouvernements, dans l'encadrement de ces déplacés internes-là. On sait que les ONG ont eu à un moment donné des problèmes avec l'administration territoriale sur les sources de leurs fonds, des fonds qu'ils utilisent. Est-ce qu'à ce niveau-là, le rapport n'a pas un peu raison que les ONG ont abandonné les gouvernements, ont abandonné les déplacés, ont un peu négligé la situation d'un pays comme le Cameroun? C'est une très bonne question que vous posiez tout à l'heure, parce que, en fait, avant de répondre peut-être certainement à votre question, je voudrais simplement revenir sur un tout petit élément que mon copanéliste a précisé là tout à l'heure, parce que moi, je ne suis pas souvent d'accord que quand on arrive dans des plateaux, on essaie de peindre la situation du Cameroun comme si tout va bien. Non, moi, je ne partage pas parfois ce point de vue. Déjà, même qu'il a du mal, parce qu'on a du mal déjà à connaître la situation exacte du nombre de Camerounais qui existent au Cameroun. Ça, on n'a pas des statistiques, mais je n'ai jamais vu. Parce que moi, la seule idée qui me vient simplement dans l'esprit, c'est de dire environ 27 millions d'habitants. Parce que nous sommes dans les estimations. Donc, on est dans les estimations. On n'a pas encore un réel effectif, n'est-ce pas, des habitants du Cameroun. Donc, pour répondre à votre question, je voudrais aussi vous dire que, en ce qui concerne les ONG, il faudrait comprendre que, en fait, certains ONG ont perdu leur vocation. Parce que vous allez vous rendre compte que certains ont laissé leur mission régalienne pour se focaliser maintenant sur des aspects d'ordre politique. Quand vous essayez de voir, vous allez comprendre. Parce que pour nous, personnellement, lorsqu'on essaie de regarder la scène, on se rend compte qu'effectivement, il y a des ONG qui reçoivent de lourds financements. Mais lorsque vous regardez sur le terrain, rien n'est fait. Mais vous vous posez la question, mais où va ce financement que ces ONG reçoivent? Et on se comprend simplement que soit c'est à dessein qu'ils reçoivent ces financements. Est-ce que vous savez même que généralement, pour certains, peut-être même qui ne partagent pas souvent, entre guillemets, parenthèse, un certain nombre de points de vue en ce qui concerne le gouvernement, et il y a certains qui reçoivent quand même du financement du gouvernement. Posez-moi la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils le font? Mais est-ce que ces personnes, ces ONG, utilisent ce fonds à bon escient? Je vous dirai non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à peut-être stigmatiser le gouvernement en disant effectivement non, le gouvernement ne fait rien. Moi, je peux vous dire carrément qu'il y a des ONG qui en réalité affirment qu'ils reçoivent souvent des financements, mais lorsque vous regardez, déjà même pour certains d'entre eux, ils n'ont même pas de siège social, ils n'ont aucune activité qu'ils font sur le terrain, et parfois même ces ONG qui ne font rien sur le terrain, ce sont ces premiers. Parfois on se pose même la question, comment ils font pour avoir ce financement de l'extérieur? Et quand bien même on se rend compte qu'effectivement, même sur le terrain, ils ne font rien. Peut-être qu'ils ont un secret. Nous, on se pose tellement toutes les questions. Nous avons, concernant particulièrement, moi je parle de nous ici, que nous avons une association. Nous travaillons sur le terrain, mais je vais forcément vous dire qu'effectivement, on n'a jamais reçu un financement de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Mais nous travaillons.
Mais pendant ce temps, pendant que vous êtes en train de travailler, il y a d'autres personnes derrière qui reçoivent des financements. Et quand vous voyez ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils vivent, ils ont une belle carrosse, rien ne puisse les inquiéter. Mais ceux qui reçoivent le financement, lui, eux, ils doivent faire quoi? Ils doivent faire le travail du gouvernement? Ils doivent... Non, effectivement. Ce que vous devez comprendre, c'est que les ONG sont censés accompagner la politique du gouvernement. Nous prenons tout à l'heure des réfugiés. Il a évoqué tout à l'heure certains réfugiés, par exemple du nord-ouest et du sud-ouest, qui se déplacent, qui n'ont pas les actes de naissance. C'est vrai, c'est une mission qui incombe particulièrement au gouvernement ou encore à l'État du Cameroun, mais il n'en demeure pas moins qu'en même temps, parce que vous savez aussi très bien que les ONG ont une mission. Vous allez trouver, tout dépend aussi des statuts, des statuts pour lesquels ils se sont fixés. Vous allez vous rendre compte que si vous avez décidé de faire dans le social, c'est une mission sociale. Et on ne saurait même pas dire qu'aujourd'hui, parce que c'est une affaire qui revient à l'État, qu'effectivement, parce que vous devez laisser l'État faire son travail. Sinon, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous recevez ce financement? Parce qu'en même temps, les bailleurs de fonds qui sont à l'extérieur s'attendent à ce que chaque fois, lorsque vous posez des actes, vous les faites un rapport. Mais quel est le rapport qu'on a souvent l'habitude de présenter? Voilà pourquoi moi, la dernière fois, quand moi j'ai entendu des personnes, des ONG, quand vous parlez de centaines de millions, je m'inquiète un tout petit peu. Et quand je regarde très bien, il ne s'agit pas simplement de prendre des rapports et envoyer dans ces organisations internationales pour dire que voilà ce que le Cameroun fait, voilà ce que ici les gouvernements font, mais ou encore l'État du Cameroun est en train de faire aux citoyens. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. On a besoin de voir des actes sur le terrain. Les Camerounais, dans leur ensemble, pour certains qui se retrouvent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et même dans le nord, où effectivement ce problème de Boko Haram sévit, on ne voit pas effectivement cette matérialisation des actes que ces ONG posent sur le terrain. Et nous, particulièrement, ça nous interpelle. Ça nous interpelle pourquoi? Parce que, effectivement, c'est pas parce que l'État, dans son ensemble, va peut-être se dire qu'il se dédouane de la responsabilité qui est la sienne, qu'on va dire que, bon, finalement, nous donc, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour accompagner les institutions de l'État. Et moi, je ne suis pas d'accord, parfois, avec certains qui en réalité se penchent simplement sur les rapports de ces ONG internationales et commencent à incriminer l'État du Cameroun, alors même que nous, à notre niveau, nous devons faire notre part. Ces ONG, aujourd'hui, elles sont tellement nombreuses, elles existent, elles ont reçu les agréments. Sinon, si vous n'avez pas d'intérêt, on sait comment est-ce qu'on peut faire pour avoir l'agrément au niveau de ces ONG. Donc ce n'est pas, c'est l'État qui vous donne ça. Et quand l'État vous donne cet agrément-là, ce n'est pas pour vous garder sur vos lauriers ou encore de profiter des financements pour vous rendre une vie un peu plus riche que les autres. Non, il s'agit de travailler sur le terrain. Il s'agit d'accompagner les citoyens camerounais. Il s'agit d'accompagner nos compatriotes qui se trouvent dans des situations assez déplorables comme ce que nous sommes en train de voir. Donc moi, j'estime simplement que je ne voudrais pas qu'on jette dans la thème sur le gouvernement, alors bien même que certains aujourd'hui ont la capacité à travers, vous le savez très bien, cet agrément, parce que même parfois les organisations internationales ont souvent besoin de ce soutien. Parce que quand vous n'avez pas un agrément, vous n'allez pas demander à un bailleur de fonds de vous donner quoi que ce soit. Oui. Mais maintenant, ceux qui ont ça, que le gouvernement a donc donné, qu'est-ce qu'ils en font? Simplement, ils reçoivent, mais n'utilise pas sa bonne action. Et je déplore cela, et voilà pourquoi pour moi, je ne suis pas d'accord qu'on jette les pots de banane au gouvernement en disant qu'ils ne font rien. Ils font déjà de leur mieux pour donner à qui que ce soit, n'est-ce pas, ces agréments, qu'ils en font bon usage. Et nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour les accompagner et non pour les incriminer. Donc les ONG ont un rôle à jouer. En tout cas, les ONG doivent accompagner le gouvernement dans leurs actions. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne doit pas se fier à ce que les ONG internationales disent. Au Cameroun, sur place, quel est le constat que les ONG nationales ont fait? Est-ce que la situation humanitaire, sécuritaire du Cameroun est aussi alarmante que le dit le rapport du Conseil norvégien? C'est vrai que je prends simplement un exemple et je vais un peu relever certains petits détails sur les recherches que j'ai faites. Par exemple, quand on parle de la population des personnes déplacées en force au Cameroun en janvier 2023, n'est-ce pas, qui s'élevait à 2 22 806 individus. Aujourd'hui, elle s'élève au 31 janvier 2024 à 2 222 702 individus, dont 478 469 réfugiés enregistrés, 10 433 demandeurs d'asile et 1 075 252 personnes déplacées internes
et 658 548 retournés. Quand vous posez donc la question que les ONG, moi ça me fait mal. Ça me fait mal parce que on a soulevé tout à l'heure la question du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez parlé de la crise qui c'est Boko Haram. Est-ce que vous pouvez me dire, il a parlé tout à l'heure des journalistes, quelles sont les organisations qui sont allées sur le terrain et qui ont apporté des faits réels, qu'on a vus? On n'a pas dit ce qu'on a dit dans les réseaux sociaux, non. Quelles sont les organisations qui sont parties sur le terrain, les ONG qui sont parties sur le terrain, dans ces régions dont nous sommes en train de parler là, pour essayer de faire un état des lieux? Je ne vois pas. Mais pourtant, ils reçoivent ce financement. Pourtant, ils sont les hommes sur le terrain. Pourtant, ils ont cette obligation d'aller dans ces régions. Il ne s'agit pas ici, les journalistes, on ne peut pas les incriminer parce qu'il y a tout un mécanisme. En même temps, il y a cette... Mais en même temps, vous ne pouvez pas dire que vous êtes une ONG et que sur le terrain, on ne voit pas ce que vous faites. Je ne peux pas... Vraiment, honnêtement, c'est un peu dégueulasse de voir simplement qu'on s'attend forcément. Quand il y a une situation, on se dit non, on est seulement là pour faire le rapport par rapport à l'état du Cameroun. Non, je refuse ça. Je refuse ça pourquoi? Parce que, en fait, on n'est pas simplement là pour peindre du noir le Cameroun. On est d'abord là, en même temps, en tant qu'ONG, on s'est donné une mission. La mission, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons une situation comme celle-là, on doit être en même de dire, voilà ce que nous avons fait. Il ne s'agit pas de décrier. Parce que pour décrier, nous les Camerounais, et surtout les ONG, sont tellement fortes dans ce domaine-là. Mais nous devons être à même de dire, voilà le rapport que nous avons eu à faire. Voilà ce que nous avons posé comme acte. Et voilà ce que le gouvernement ou encore l'État du Cameroun est censé faire. Mais quand ce n'est pas fait, et qu'on passe seulement le temps à dire, non, il y a eu telle personne qui est décédée là-bas, on a assassiné X, on a tué telle personne, il y a tel nombre de morts, ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que cela, ce n'est pas pour le bien-être des Camerounais. Les Camerounais, quand ils se retrouvent dans des situations comme les situations de crise, ont besoin d'un soulagement. Et les ONG sont là et ils ont cette responsabilité en même temps de jouer le même rôle, peut-être même pas dans la globalité, mais d'accompagner l'État du Cameroun à accomplir sa mission. Parce qu'ils reçoivent des fonds, que ce soit en interne ou encore en externe. Donc aujourd'hui, il est difficile pour les ONG de faire l'état des lieux de la situation au Cameroun, humanitaire et sécuritaire au Cameroun, c'est ça? Puisque vous dites que ces ONG qui reçoivent des financements, qu'on ne sait d'où, ne font pas le travail sur le terrain. Donc on doit se fier à ce qui est dit par les autres. Pas du tout. Ce qui est généralement fié, ce qu'on nous dit réellement à l'extérieur, c'est parfois ça à des fins politiques. Je ne souhaiterais pas. Déjà même que je suis très d'accord quand il parle d'un problème, le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a les réfugiés. On connaît des pays aussi où la guerre sévit tous les jours. Mais on ne peut pas se dire. Il y a des régions aussi aujourd'hui, c'est vrai, il y a des régions où on ne peut pas dire qu'on assiste dans un climat de sécurité et ainsi de suite. Mais le Cameroun n'est pas le seul pays. Et quand on vous dit que le Cameroun occupe la première place, est-ce que vous ne trouvez pas quand même que c'est une corruption notoire et ostentatoire qui ne faudrait pas vraiment y prêter attention? Parce que normalement, quand on essaie de voir la situation internationale, mais on se rend compte qu'il y a des pays qui vivent pire que le Cameroun. Et donc on ne saurait ne pas s'agripper à ce rapport. Moi je pense simplement qu'il faudrait qu'on se dise clairement que nous avons une responsabilité. Et moi je peux me concentrer sur un rapport fait par une organisation non gouvernementale camerounaise, parce qu'effectivement on vit les mêmes réalités, on est là sur le terrain. Mais dans ce cas, on n'a pas vu une organisation non gouvernementale ou encore une ONG du Cameroun faire un tel rapport. Par conséquent, ce rapport, pour moi, il est tellement biaisé, truqué, et puis qui ne reflète pas en fait la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Et simplement, c'est pour peindre en noir le Cameroun. Et je ne saurais même pas être partisan de ceux qui sont là pour peindre le Cameroun, parce que effectivement, chacun d'entre nous, chaque Camerounais a une part de responsabilité à jouer et a sa contribution à apporter du haut où il peut se trouver pour réussir l'image du Cameroun et donc de la noircie comme on est en train de voir là aujourd'hui. Ailleurs, il ne s'agit pas de rapport, mais plutôt de décision, celle du gouvernement de Donald Trump de supprimer la protection, le statut de protection temporaire des Camerounais. Ça prend effet le 5 août prochain. C'est sur la base de la situation actuelle du Cameroun. Le gouvernement Trump dit que les raisons pour lesquelles ils avaient été protégés ne sont plus valables. La situation est plus ou moins maîtrisée au Cameroun. Donc, ils ne sont plus en insécurité. Mais Simon Pierre a parlé tout à l'heure de manipulation politique.
quand on voit des sorties comme celle des ONG internationales, vous étiez très d'accord avec lui, mais pour le cas de Donald Trump, vous êtes aussi d'accord que la situation est maîtrisée au Cameroun, on ne parle plus de violence, il n'y a plus de tueries? Ah non, je pense pas que quand on dit situation maîtrisée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, il y a des violences sporadiques, il y a des incursions, c'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon militaire et même journalistique. Il y a encore des incursions de quelques groupes armés qui parfois sèment la terreur, mais vous pouvez vous-même observer que cette année scolaire qui est en train de s'achever, il n'y a pas eu d'école brûlée. Cette année scolaire qui est en train de s'achever, il n'y a pas eu d'incursion dans des salles de classe pour tuer des enfants par rapport à 2021, 2022, 2023. Je voudrais quand même dire que le Cameroun n'a pas de leçon à recevoir de la Norvège. Mais alors pas du tout. Nous respectons le travail fait par les différents organismes au niveau international, mais nous refusons très souvent cette forme d'ingérence politique voilée qui voudrait que, au cours d'une année électorale, que des gens mettent le Cameroun sur la sellette pour dire en réalité, écoutez, le RDPC ne peut plus, etc., etc. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'il y a derrière. Tout à l'heure, quand je vous citais des pays, j'ai oublié de vous parler de l'Ukraine. Les États-Unis sont l'un des premiers pays au monde ayant le plus grand nombre de déplacés internes. Les personnes qui dorment dans la rue, des personnes qui ont perdu leurs emplois, des personnes... Parce que quand on dit déplacés internes, on pense que c'est seulement une affaire de crise armée dans le sud-ouest et le nord-ouest Cameroun. On peut être déplacé interne du fait d'une catastrophe naturelle, c'est-à-dire que si au niveau de la falaise de Tian, il y avait tout un village là-bas, vous convenez avec moi que toutes ces personnes partiraient de là pour aller s'installer ailleurs. Il n'y a pas de crise alimentaire au Cameroun. Il n'y en a pas, par exemple. Il n'y a pas de crise alimentaire au Cameroun. Pas même dans les régions, pas même dans le septentrion? Mais pas du tout. Ma femme a préparé la banane malaxée hier. L'arachide qu'elle a utilisé pour la banane malaxée, ça vient du septentrion. L'ail que j'ai pu consommer aujourd'hui dans je ne sais pas si c'était le haricot ou quoi, je ne sais pas si on met dedans, mais ça vient du septentrion. Mais la banane coûte cher. Il n'y a pas de crise alimentaire. Il y a une inflation et la crise inflationniste, elle est mondiale. Elle n'est pas que camerounaise. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes un paradis. Non, mais alors pas du tout. Mais je dis que le président de la République, son Excellence le patriarche Paul Biya, dans la vision d'un Cameroun futuriste et moderne, met tout en œuvre pour que la paix, la stabilité soient un gage fondamental de notre pays. Quand vous prenez par exemple le plan que j'ai évoqué tout à l'heure, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, le président de la République a prévu plus de 2500 milliards de francs CFA et qu'on mobilise progressivement. Quand vous allez sur le site du ministère des Travaux publics de M. Emmanuel Ganou-Djoumessi, vous vous rendez compte que la section, par exemple, de route Bafoussam-Bamenda est en train d'être achevée. Mais il est dit que ces fonds viennent d'ailleurs, des bailleurs de fonds justement, qui sont un peu sceptiques, ne sont pas très sûrs que la crise se soit arrêtée ou pas. Non. C'est pourquoi jusqu'à présent, le taux, même s'il est satisfaisant, les travaux ne sont pas achevés. Non, pas du tout. Ça, on l'a appris de la descente du Premier ministre. J'ai écouté, il y a de cela peut-être 2 mois, 3 mois, une sémillante chronique produite par votre collègue. Roland Tapi, éditorialiste. Il ressort chiffre à l'appui dans sa chronique que le Cameroun, la guerre, comme les gens l'appelaient trivialement, telle qu'on l'a connue au départ, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont permis aujourd'hui ou qui peuvent permettre aujourd'hui de dire que la situation est relativement stable. Même si je le trouve toujours très très critique parce qu'il fait toujours, quand il l'habille, il fait toujours l'effort à la fin de dire que même jusque-là ce n'est pas encore ça, comme dans la chronique de tout à l'heure que nous avons écouté tous ensemble. Non, écoutez, vous savez pertinemment que lorsque vous vous trouvez face à des gens, par exemple, vous vous rappelez de Thibon Nagui, tout ce qu'il mettait, parce que l'un des points de ce comité norvégien, il dit manque d'initiatives internationales et diplomatiques. Mais la faute à qui? La faute à des gens comme ça, qui ont été de hauts responsables dans leur pays, mais qui ont pris des postures politiques dans des pays comme le Cameroun, et qui font des tweets. Il a multiplié des tweets
pendant de nombreuses années, M. Thibon Nagui. Et comme il était écouté par un certain nombre de chancelleries, on a donné l'impression que, ah non, c'est la fin de règne. Non, le Cameroun décide de comment il gère ces crises. Et quand vous regardez clairement, mais le Cameroun n'a pas fait appel à une diplomatie internationale pour résoudre cette crise, comme le cas avec Bakassi. Bakassi, on était obligé d'aller, parce que le président de la République est un pacifiste. Il a horreur quand le sang d'un Camerounais est versé. Et il a décidé d'aller à la Cour internationale de justice et il a gagné à la haie. Et Bakassi est un territoire camerounais. Il a dit, je suis d'accord que les revendications de certains compatriotes, et j'ai horreur, moi, Tchoumi, qu'on dise crise anglophone. Est-ce que vous savez que dans ce pays, Claude, il y a des gens qui ne parlent ni anglais ni français, mais qui sont camerounais? Il y a des gens dans notre pays qui ne parlent ni français ni anglais, mais qui sont camerounais. C'est pas parce que ces deux régions ont eu des spécificités historiques relevant de la présence des Britanniques que nous allons aujourd'hui donner l'impression qu'il y a deux Camerouns. Un Cameroun où il y a des francophones et un Cameroun... Non, il y a un Cameroun avec des Camerounais, certains qui parlent français, d'autres qui parlent anglais, et une large majorité de grands-pères et de grands-mères au village qui ne parlent ni anglais ni français. Donc on ne devrait pas parler de crise anglophone, mais de quoi? De guerre? Il n'y a pas de crise anglophone au Cameroun. Il y a une crise qui résulte de la non-prise en compte des spécificités historiques d'une partie de notre territoire du fait de la présence des Britanniques. Et qu'est-ce que le président de la République a fait? Le président de la République a créé un statut spécial de ces régions. Et ce statut spécial est renforcé dans la loi de 2018 portant, je crois 2019, je peux me tromper, portant Code général des collectivités territoriales décentralisées en au moins 3 points. L'un des premiers points, c'est que les régions du sud-ouest et du nord-ouest sont aujourd'hui autorisées légalement à créer un organisme de développement. Parce que par le passé, historiquement, ça existait déjà. Vous avez parlé de, je crois, Modéoa, vous avez parlé du Sud-Delvaux. Aujourd'hui, vous avez une autre disposition très pertinente qui porte sur le statut des chefs traditionnels. Ça, c'est très important de relever. Vous avez une autre disposition très pertinente qui porte sur l'implication obligatoire des forces du nord-ouest et du sud-ouest dans la prise en compte des politiques publiques en matière d'éducation, notamment le sous-système anglophone. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend du président Paul Biya? Cet homme au grand cœur, ce père de la nation, qui pense à tous ses enfants du nord-ouest et du sud-ouest. Si aujourd'hui, vous voulez que chacun se lève et dit « Je suis Baranté, chez nous, moi je suis Tonga ». Chez les Tonga, il n'y a jamais eu de ministre. Alors je lance ma part de guerre sur le plateau. Les Tonga n'ont jamais eu de ministre. Non, tant qu'on n'a pas de ministre, on aurait une république qui s'appelle Tonga. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas être dans une république où on métastase des revendications irrédentistes pour les transformer en guerre armée. Ça n'a aucun sens, mais alors aucun. Et le président de la République met tout en œuvre pour que progressivement les solutions soient apportées. Je voulais dire un petit mot concernant les ONG auxquelles il faisait allusion. Je suis très content, justement parce que ce type de plateau, ce type d'émission et ce type de thématique permet d'attirer l'attention des Camerounais. Est-ce que vous avez vu, je ne veux pas citer d'ONG, mais Roland, le grand frère, sait de qui je parle. Il y a des ONG aujourd'hui qui envoient des communicants sur des plateaux, TV, dit que le régime est dépassé, Paul Biya est déjà vieux, il ne doit plus prendre le pouvoir, il est temps que vraiment on laisse à quelqu'un qui a une légitimité populaire. Vous avez vu le meeting de Paris, mais non, ce n'est pas le rôle des ONG, et c'est ça le problème. Le Cameroun a pour le moment, je crois, légalisé 72 organisations non gouvernementales. Ces organisations non gouvernementales déposent leur rapport d'activité au niveau du ministère de l'administration territoriale, mais il y a des rapports qui sont rejetés parce que ce sont des rapports de bureau, parce que ce sont des rapports de l'intelligence artificielle. Les spécificités du terrain, elles sont connues. Aujourd'hui, contrairement à ce que Roland semblait dire tout à l'heure, il y a de cela, je crois, 2 mois, nous les communicants du RDPC, nous avons fait une mission à Bakassi. J'entendais parler de Bakassi. Bakassi est sous contrôle. J'ai été en Kambé, à Bidchoua, en Mbot, à Missandje, à Ndou, en Tabiken. Ce sont des zones qui étaient
pratiquement infréquentable. Nous sommes allés là-bas et aujourd'hui, que ce soit le bataillon d'intervention motorisé, le 42e BIM de Cambé, que ce soit le bataillon d'intervention rapide ou même les forces mixtes de police et de gendarmerie, il y a un travail de SAP qui est fait sur le terrain pour permettre que le moindre centimètre carré de nos territoires soit sécurisé. Et je voudrais sortir en disant que je ne suis pas en train de dire que le comité norvégien pour les réfugiés n'a pas le droit de faire son travail. Mais je dis que tout travail scientifique part d'une méthodologie. Ce que je reproche à ce travail depuis 2023, c'est qu'il y a une absence claire de méthodologie. C'est-à-dire qu'on vous dit simplement, quand vous lisez par exemple l'un des préambules pour ce qui est du Cameroun, ils vous disent « Nous avions prédit une situation, je crois, le mot m'échappe, donc presque détestable pour le Cameroun. » Chaque année, vous prédisez, mais vous n'êtes pas des prophètes. Cette année 2025 est relativement calme. Que ce soit même au niveau des accidents de la circulation, il y a encore quelques années, le Cameroun caracolait en tête des pays les plus meurtriers de la zone franc avec 1450 morts par an en moyenne. Aujourd'hui, le président de la République a dit hey, « Messieurs, on prend nos responsabilités. On n'attend pas les États-Unis, on n'attend pas la dernière note de Donald Trump qui élimine un certain nombre de pays en termes de... Le Cameroun n'est pas dedans. Oui. Et M. Trump est aujourd'hui, quand vous regardez une politique offensive qu'il mène, c'est l'une des personnalités, c'est l'un des présidents les mieux renseignés du monde. Moi qui n'écoute pas Tibor Nagui, il ne lit même pas les publications de Tibor Nagui. Parce que l'ambassade américaine basée au quartier Golfe à Yaoundé a des représentants sur le terrain qui travaillent. Mais allons enfin, le grand frère Roland a dit quelque chose que je voudrais quand même corriger un tout petit peu. Pas corriger, c'est autant le dit, je voudrais dire, je ne suis pas très d'accord sur l'engagement journalistique. Ah non. Lorsque vous arrivez à l'école de journalisme, l'une des premières questions qu'on vous pose, c'est êtes-vous prêt à mourir pour l'exercice de votre métier? Si vous dites non, on vous envoie en communication des organisations pour aller chercher de l'argent. Si vous dites oui, vous êtes prêt à devenir journaliste. Quand vous regardez, je peux comprendre qu'il y ait peu de moyens financiers. Nos organes de presse, nos entreprises, pardon, organes, on ne peut pas appeler tout un média, un groupe média comme Balafon organe. Nos entreprises de presse ne sont pas suffisamment subventionnées par l'État camerounais et par les organismes qui financent les médias pour permettre de mettre des journalistes sur le terrain. Mais quelqu'un qui se dit journaliste... Mais Roland Tsapi a plus mis l'accent sur le volet sécuritaire. Oui, mais le vous êtes journaliste. Est-ce que combien de fois, à quand remonte votre dernier voyage à Bamenda, par exemple, pour collecter? Je suis d'accord, sauf que je dis ceci. Cette peur qui nous a envahis enlève une petite âme de notre esprit journalistique. Donc le journaliste n'a pas raison d'avoir peur, comme la population qui se déplace pour venir dans des... Il prend un chasuble presse et il va au front, il demande à rencontrer. Vous savez que ça se paye. C'est-à-dire que tu trouves quelqu'un, c'est le lobbying, pour arriver chez... Comment il s'appelait? C'était chez Kao là. Vous n'avez pas vu Ce qui me dérange, c'est que c'est vrai que c'est eux qui les financent. C'est que les Français réussissent ces incursions mieux que nous les Camerounais. Mais il est important que nous le fassions. Parce que j'ai vu... qu'à la CIA TV, par exemple, on prenait le nom du grand frère m'échappe soudainement et on les habillait avec le chasuble du BI. Mais attention, si vous portez un chasuble du BI, vous devenez militaire, vous n'êtes plus journaliste. Le journaliste a un chasuble presse. Mais on n'a pas les moyens. Et là, c'est là où je peux être d'accord avec lui. Nous n'avons pas les moyens parce que ça se paye. Aujourd'hui, si vous voulez rencontrer, il est déjà mort, je crois, Bouaka Chekao, c'est le lobbying. Et ça se monnaie, et pour arriver à lui. Mais nous devons être capables de le faire. Il ne faut pas simplement dire que Tchoumi doit arriver demain matin, il trouve que le rédacteur en chef de Balafon a écrit couverture, nos eaux 2 semaines, Tchoumi, frais de mission, tant. Donc et vous le rejoignez, hein, vraiment. Problème de moyens et problème sécuritaire. Mais de ce que vous avez dit, je retiens que le gouvernement américain est très renseigné. Et parce qu'il est renseigné, le gouvernement américain, notamment celui de Donald Trump, a supprimé cette protection qui était accordée au Camerounais Roland Tsapi. Sauf que il y a le Congrès américain qui est plutôt préoccupé
préoccupé de la situation sécuritaire du Cameroun et surtout des droits de l'homme qui sont bafoués au Cameroun en raison de ces crises-là. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. Cette préoccupation, est-ce qu'elle peut constituer un véritable risque pour la tenue des élections? Quand on sait qu'en 2018, lors de la dernière élection présidentielle, au sein des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y avait eu un vote plus ou moins mitigé de ce côté-là. Bon, déjà, il faut noter que ces rapports qui sont publiés maintenant, en cette veille des élections, ont pour but de présenter le Cameroun en perspective, ont pour but de permettre aux partenaires financiers et autres d'avoir une idée de ce qu'est le Cameroun maintenant, de la situation exacte, et se projeter après les élections en même temps. Ces rapports visent à indiquer aux acteurs aussi bien internes qu'externes que les indicateurs que nous avons là laissent penser qu'on pourrait arriver à une situation plus ou moins certaine, stable, normale ou ainsi de suite. C'est à ça que vise ce rapport. Maintenant, le Congrès américain qui est sceptique est dans son rôle, parce que son rôle, effectivement, c'est de permettre à ce que le gouvernement ait une information claire par rapport aux politiques qui vont être menées dans tel ou tel pays dans les années à venir. Vous savez que les États-Unis ne se lèvent pas un matin pour vous dire que, bon, OK, nous allons faire, ou plutôt, l'ambassadeur qui est nommé, par exemple, aujourd'hui au Cameroun, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis peut-être 15 ans. Il vient avec un profil défini, une mission définie, en fonction de ce que les États-Unis veulent avoir du Cameroun, en fonction de ce que les États-Unis veulent faire au Cameroun aussi également. Donc, ils ne font pas des choses à hasard. Peut-être que Trump est en train de pouvoir travailler pour être réaliste pour son mandat, faire des choses maintenant, mais le Congrès américain se projette plus loin. Sauf que là, il y a quand même un problème. Si Trump dit aujourd'hui que les Camerounais qui sont aux États-Unis et qui bénéficiaient de la protection temporaire à cause de la situation au pays n'ont plus de raison d'être là avec ce statut-là parce que la situation s'est normalisée. Il faut plutôt voir ça dans le cadre de cette logique, je veux dire, va-t-en-guerre du président américain qui veut d'abord libérer son pays de tous les étrangers. Donc, tous les prétextes déjà pour dire partez d'abord, après on va voir. Mais il ne faut pas, on ne peut pas là dire qu'il a raison d'avancer, que la situation est normalisée ici au pays. Non, du tout. Contrairement à ce que Auréole dit, peut-être qu'il a visité un certain nombre d'endroits dans la région, mais bien encadrés, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans les chars. Il ne peut pas parler comme s'ils sont allés au rond-point de Tédo prendre une voiture banalisée. Ils se sont faufilés dans la région du sud-ouest ou du nord-ouest comme ça pour revenir dire que non, tout va très bien. Ou ils sont allés à Batibo. Non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. S'ils ont fait une mission quelque part, c'est qu'elle était bien travaillés, bien préparés avec des missions avancées qui s'assurent que là, ils ne sont pas en danger parce qu'il n'est pas question que ceux qui les envoient des gens comme de la chair à canon. Non, du tout. Ça devait être très, très bien sécurisé. Et c'est tant mieux si ça peut être fait ainsi pour qu'ils aient la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Mais en dehors de ça, concrètement, même là maintenant, poser la question à ceux qui voyagent aujourd'hui dans le sud-ouest, par exemple. J'ai discuté avec certaines personnes qui font la ligne du Nigeria par route, c'est-à-dire ils partent de Douala, ils passent par Kumba et remontent par Manfé pour arriver à Ekok, par exemple. Ils disent très bien qu'il y a en route des endroits où vous ne traversez pas à une certaine heure. C'est-à-dire qu'à partir de 18h, par exemple, quand vous venez, vous vous arrêtez, toutes les voitures s'arrêtent. Des zones complètement sous contrôle des Amazoniens et autres. Et donc la situation, on ne peut pas dire qu'elle est encore stabilisée. Autre chose, Auréole a dit tantôt que l'année qui finit, on n'a pas entendu qu'on a brûlé les écoles. Mais alors, si on a fini de brûler toutes les écoles les années passées, il n'y a plus rien à brûler. On ne peut pas s'appuyer sur le fait qu'on n'a pas entendu d'écoles brûlées pour dire que... Et il parle également du plan national, du plan présidentiel de reconstruction et tout ça, qui
c'est projeté sur 15 ans, c'est-à-dire d'abord une première phase qui part de 2020 à 2023 et puis une deuxième phase qui va jusqu'en 2030, quelque chose 2035, avec un budget de 2500 milliards de francs CFA. Sauf que de 2020 à 2023, qui était la première phase et qui avait été budgétisé à 114 milliards, à 8 mois de la fin de cette première phase, ils ont fait le point, ont constaté qu'il y avait à peine 13 milliards qui avaient été collectés sur les 114 milliards attendus. Et dans les 13 milliards, il y avait le Japon qui avait donné 3 milliards. Il y avait quelques, je vais dire comme ça, quelques privés à qui on a tordu le cou pour qu'ils versaient un peu de l'argent, maintenant je ne sais pas quoi. C'est pour dire quoi? Que l'argent prévu pour la reconstruction, là, on ne le voit pas. Parce que l'État lui-même ne peut pas fournir. On compte sur les partenaires internationaux. Sauf que ces partenaires internationaux ne se pressent pas pour donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs que l'argent qu'ils vont donner là va être utilisé à bon escient. Parce que dans cette affaire, il faut le dire, il faut vraiment être honnête de le dire, on a mis les charrues avant les bœufs. Vous ne pouvez pas avoir l'incendie dans la maison et pendant qu'il y a encore des braises qui montent partout, vous commencez à aller chercher des chaises pour venir placer à la maison pour dire que non, je suis déjà en train de réaménager ma maison et tout, alors qu'il y a le feu qui brûle. Ça peut brûler aussi à tout moment. Donc, même depuis le début du lancement de ce plan, en 2019, vraiment, tout le monde a dit qu'il fallait d'abord qu'on ait déclaré au moins un cessez-le-feu, même s'il n'est pas respecté, au moins un cessez-le-feu, mais pas que les armes sont encore en train d'être crépitées comme ça, et puis on commence le plan de redressement. Et à ce jour, récemment, l'autre jour, je sais pas, c'était le 8 mai, je sais pas, bref, le mois dernier, le 28 je crois, le Premier ministre John Goute était à Boya pour présider la 6e session du comité de ce plan de reconstruction. Oui, oui. Et celui qui dirige ce plan, le ministre Tasson, disait qu'à ce jour, ils ont pu collecter 600 milliards de francs CFA sur les 2500 milliards attendus. On est même dubitatif par rapport au montant qui a été avancé, les 600 milliards, parce que si il y a 2 ans, on était à 13 milliards qu'on a collecté. Je pose la question, qu'est-ce qu'on a fait en 1 an et demi pour être déjà à 600 milliards, alors qu'eux-mêmes sont en train de dire dans les déclarations que les promesses faites par les partenaires, on attend toujours, rien n'a encore été fait. Donc ce chiffre, un peu, peut-être c'était juste pour laisser croire que tout va bien et attirer un peu les investisseurs pour qu'ils disent que ça avance. Mais en réalité, il y a beaucoup de problèmes sur comment dire, la situation qu'on peut dire stabiliser ou pas. J'étais en train de dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur la relative accalmie qu'on peut noter aujourd'hui pour dire que la situation est stable. Non, on peut tout simplement constater que il y a eu trop de dégâts par le passé, au point où maintenant, il n'y a plus rien à gâter. Je peux dire ça comme ça. Il n'y a plus rien à gâter. Mais les kidnappings continuent, les incursions sporadiques continuent. Même si on n'en parle plus comme avant. Justement, même si on n'en parle plus avant, ça continue. C'est pas stable. C'est pas stable, on ne peut pas le dire ainsi. Parce que le dire ainsi, c'est conforter le pouvoir de Yaoundé dans une situation qui n'est pas du tout reluisante pour une certaine population. Et donc, pour finir, il faut tout simplement se dire que les rapports, qu'ils soient faits de l'intérieur ou de l'extérieur, en réalité, posent toujours un problème de gouvernance. La qualité des rapports peut être mise en doute, c'est vrai, parce que il faut vraiment être. Je ne suis pas sûr que même les devins sont en mesure de dire avec exactitude, au chiffre près, qu'on a eu tel nombre de morts, qu'on a eu tel nombre de déplacés. Les chiffres doivent toujours être approximatifs. Ça, c'est pour le concéder. Personne ne peut le dire. Vous ne pouvez pas. Même jusqu'aujourd'hui, les guerres d'indépendance qu'on a eues au Cameroun, jusqu'aujourd'hui, 60 ans après, 65 ans et plus, il est impossible de donner des statistiques exactes du nombre de personnes qui ont été tuées. C'est pas possible du tout. Donc, on ne peut pas les incriminer pour autant, dire que non, c'est peut-être pas des chiffres exacts, mais
ça nous indique tout de même qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et c'est à ça que nous appelons depuis. Le pouvoir de Yaoundé devrait pouvoir faire quelque chose dans le sens de ce que cette crise qui n'aurait jamais dû être s'arrête de manière définitive, et c'est possible. Et Simon-Pierre Mahine disait tout à l'heure qu'il est bon que ces rapports viennent de nous. Là, ils seront un peu plus fiables. Aussi. On va sortir par là, on n'a plus de temps. Malheureusement, merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci Simon-Pierre, merci Auréole, merci Roland Tsapi, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée, rendez-vous demain, 19h30.